En 2022, dans un petit village de la Creuse, se trouvait un élevage de bovins qui suscitait la curiosité de beaucoup. Ce village s'appelait Bellegarde-en-Marche, un lieu entouré de prairies verdoyantes, de chemins de terre poussiéreux et d'une odeur d'herbe sèche que le vent du soir transportait toujours. De loin, l'élevage n'avait rien de spécial. Une simple clôture en bois se dressait, chancelante. Le meuglement des vaches chaque matin se mêlait au chant du coq et au murmure du vent descendant des collines. Mais pour une raison inconnue, de tous les élevages de la Creuse, seul celui d'un homme nommé Monsieur Étienne faisait autant parler de lui. Les gens du coin disaient que les bovins de M. Étienne étaient différents. Leur viande était tendre, fraîche, et chaque fois qu'elle était cuisinée, elle laissait une impression difficile à oublier. Les bouchers et restaurateurs de Guéret venaient souvent de loin juste pour acheter ces bêtes. M. Antoine, l'un des bouchers habitués, avait un jour confié que la viande de cet élevage avait une saveur incomparable. Il sentait que ses affaires étaient plus florissantes lorsqu'il utilisait cette viande. De bouche à oreille, la réputation de l'élevage de M. Étienne grandissait. Il n'y avait pas une fête de village ou un mariage dans les environs qui ne connaissent la viande de cet élevage. Pour les habitants, c'était une fierté. Comme si leur village avait été béni d'une manne particulière. Cependant, il y avait quelque chose d'intrigant chez M. Étienne. Bien que son entreprise fût renommée, sa vie restait simple. Sa maison était encore une vieille bâtisse en pierre à la peinture bleue écaillée, pas une grande demeure en béton comme celle des notables fortunés. Chaque soir, on le voyait encore se rendre à pied au café du village, près de l'église, saluant tout ce qu'il croisait. Avec son doux accent breton, qu'il avait gardé depuis qu'il avait quitté sa région natale pour la Creuse dans sa jeunesse, il sympathisait rapidement avec tout le monde. Pour beaucoup d'habitants, il était l'exemple de la réussite modeste. Il n'y avait aucune raison de se méfier de lui. Les gens au café admiraient souvent son succès. Ils disaient « M. Étienne est si méticuleux dans le soin de ses bêtes. » Certains supposaient qu'il avait une mixture spéciale pour nourrir ses bovins. D'autres plaisantaient en disant qu'il priait assidûment, et que ses bêtes étaient donc bénies. Toutes ces conversations se terminaient toujours par des rires et de l'admiration. Personne n'osait penser du mal de lui. Au contraire, de nombreux jeunes du village espéraient apprendre l'élevage à ses côtés. Mais chaque fois que quelqu'un voulait faire un stage, M. Étienne refusait poliment, prétextant que les étables étaient trop à l'étroit. Une réponse acceptable. Mais qui, discrètement, soulevait des questions. Depuis sa jeunesse, M. Étienne était connu comme un travailleur acharné. Il était né dans un village de Bretagne, puis avait émigré vers la Creuse alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Il disait vouloir chercher fortune, car sur sa terre natale, les terrains étaient devenus rares et l'élevage difficile. Grâce à son dur labeur et à quelques économies, il avait acheté un lopin de terre en bordure de Bellegarde-en-Marche. C'est de là qu'il avait commencé son petit élevage. Ce long parcours inspirait le respect des habitants. Il croyait que le succès était le fruit du travail acharné, pas seulement de la chance. La vie au village suivait son cours. Les enfants couraient sur les chemins de terre. Les mères se réunissaient en préparant le dîner. Les hommes sirotaient leur café noir au café en discutant du prix de l'engrais qui ne cessait d'augmenter. Tout semblait normal. Mais derrière cette normalité, des signes commençaient lentement à apparaître, donnant la chair de poule à certains. Par exemple, Julien, un jeune du village qui avait travaillé à temps partiel à l'élevage. Il se souvenait très bien d'une nuit où on lui avait demandé de nettoyer la petite grange derrière l'étable principale. Une odeur métallique lui piqua le nez. Différente de l'odeur habituelle du fumier, il tenta de poser une question. Mais M. Étienne se contenta de sourire vaguement en disant que c'était juste des restes de découpe habituels. Julien n'était pas tranquille, mais il choisit de démissionner et ne raconta jamais à personne ce qu'il avait vu. Il garda le silence. Pour Julien, cette expérience laissa une peur difficile à effacer. Il se souvenait clairement de la lumière tamisée de la grange, de l'ombre d'une grande carcasse de bœuf qui ne bougeait plus, et du son d'objets métalliques heurtant une table en bois. Tout cela ressemblait à des fragments de cauchemar. Quand ses amis lui demandaient pourquoi il n'aidait plus à la ferme, il répondait simplement que ses études l'occupaient. Mais au fond de lui, il y avait une peur qu'il gardait secrète. D'un autre côté, Madame Gisèle, la voisine dont la maison jouxtait la clôture de l'élevage, se sentait souvent anxieuse. Ses poules avaient disparu plusieurs fois sans laisser de traces. Elle pensait d'abord à un renard ou à une fouine, mais étrangement, les disparitions coïncidaient toujours avec la nuit où un grand véhicule se faisait entendre du côté de la ferme. Elle avait une fois tenté de jeter un œil à travers une fente de la palissade. Mais elle n'avait vu que l'ombre de Jean s'affairant à soulever de grosses caisses.
La peur lui fit choisir de prétendre n'avoir rien vu. Pourtant, au fond de son cœur, elle gardait un grand point d'interrogation. La vie tranquille de ce village semblait parfois avoir deux visages. Le jour, elle était pleine de rires, de salutations chaleureuses et de l'arôme des plats mijotants dans les cuisines. Mais la nuit, surtout à l'approche de l'aube quand la rosée commençait à tomber, l'atmosphère changeait. Le vent semblait plus froid, les routes désertes, et seul le chant des grillons tenait compagnie. C'est à ces heures-là que l'activité suspecte de la ferme commençait. Un camion arrivait lentement. Ses feux étaient délibérément éteints pour ne pas attirer l'attention. La porte métallique grinçait, puis le bruit de pas précipités emplissait l'air nocturne. Peu d'habitants le voyaient, mais ceux qui se réveillaient par hasard cherchaient toujours une excuse simple pour pouvoir se rendormir paisiblement. L'être humain se ment souvent à lui-même pour préserver son sentiment de sécurité. Le père Dubois, l'autorité morale du village, avait dit un jour lors de son sermon du dimanche que la cupidité pouvait grandir là où on ne l'attendait pas. Ces paroles résonnaient comme un présage. Mais à ce moment-là, les gens hochèrent simplement la tête sans y voir un lien. Pour eux, un sermon était un conseil général, pas un avertissement spécifique. Mais plus tard, après que tous les secrets furent révélés, ils réalisèrent que les mots du curé avaient été un signe avant-coureur. Et c'est ainsi que cette histoire commence, dans un simple village de la Creuse. Dans un élevage qui semblait ordinaire, mais qui s'avérait cacher quelque chose de bien plus sombre. Comme si un voile fin recouvrait la vérité, et que lentement, ce voile commençait à se lever. La question était, les habitants oseraient-ils voir ce qui se cachait derrière, ou choisiraient-ils de garder les yeux fermés, comme ils l'avaient fait jusqu'à présent? De l'extérieur, l'élevage de M. Étienne n'avait absolument rien d'exceptionnel. La clôture en bois qui délimitait le terrain commençait à pourrir, usée par la pluie et le soleil. La peinture s'écaillait, certaines sections penchaient même, comme sur le point de s'effondrer. Si quelqu'un passait par là, il ne voyait qu'une rangée d'étables modestes au toit de tôle rouillée. L'odeur caractéristique des bovins, mélangée au foin sec, était toujours perceptible. Quelque chose de normal pour l'oreille et le nez des villageois. Il n'y avait pas de grande enseigne ou de signe d'une entreprise luxueuse, comme on en voit dans les élevages modernes. Tout semblait brut, faisant partie de la vie rurale ordinaire. Chaque matin, le meuglement des vaches répondait au chant du coq et aux petites cloches accrochées au cou de certaines bêtes. Pour les habitants de Bellegarde-en-Marche, ce son était comme la musique de fond de leur vie. Les enfants qui marchaient vers l'école passaient souvent sur le chemin de terre devant la clôture. Parfois, ils jetaient un œil à l'intérieur juste pour voir les vaches grasses qui se tenaient là, paresseuses. Ils riaient, pointaient du doigt, puis repartaient en courant, portant leur cartable aux couleurs passées. Personne ne trouvait cette scène étrange. Tout semblait normal, voire ennuyeux. Cependant, c'est précisément là que résidait l'étrangeté. Car quelque chose de trop ordinaire cache souvent quelque chose d'extraordinaire. Les passants ne voyaient que la clôture en bois, le foin et les vaches. Ils n'auraient jamais pensé qu'il y avait un secret derrière tout cela. Même les gens qui venaient y acheter des bêtes trouvaient l'élevage trop simple pour une entreprise si renommée. Mais comme la viande qu'ils obtenaient était toujours satisfaisante, ils ne posaient jamais de questions supplémentaires. Les villageois disaient souvent, il ne faut pas trop poser de questions sur la bonne fortune, sinon elle disparaît. Au café du village, près de l'église, les hommes discutaient souvent de cet élevage en sirotant leur café noir brûlant et corsé. Ils débattaient légèrement de ce qui rendait les vaches de M. Étienne différentes. Certains disaient que leur alimentation était peut-être complétée par des vitamines spéciales. D'autres plaisantaient, qui sait, M. Étienne a peut-être une prière secrète qui garde ses bêtes en bonne santé. Puis tous riaient. Personne ne pensait plus loin. La conversation passait à autre chose, comme le prix de l'engrais qui augmentait ou l'histoire d'un jeune parti chercher du travail à la ville. Le soir, lorsque le soleil commençait à décliner et que le ciel prenait des teintes orangées, l'atmosphère autour de la ferme semblait paisible. Quelques femmes, transportant de l'herbe fraîche pour leur propre bétail, passaient devant la clôture sans jamais s'arrêter trop longtemps. Elles jetaient juste un coup d'œil, souriaient en voyant les vaches qui semblaient grasses et en bonne santé. Madame Gisèle, la voisine dont la maison était juste à côté, disait même souvent à ses invités que vivre près de l'étable ne la dérangeait pas, car les vaches là-bas n'étaient jamais malades et dégageaient rarement une odeur trop forte. Ces paroles semblaient simples, mais en réalité, elles gardaient en elles un étonnement. Comment une étable qui semblait si ordinaire pouvait-elle produire un bétail aussi exceptionnel? Julien, le jeune homme qui y avait travaillé à temps partiel, y pensait souvent aussi. On lui avait demandé plusieurs fois de nourrir les vaches. De l'extérieur, la nourriture n'était que de l'herbe et un peu de son. Comme chez les autres éleveurs, rien de spécial.
Mais le résultat était clairement différent. Ces vaches grossissaient rapidement. Leur peau était luisante et leurs yeux semblaient plus vifs. Lorsqu'il faisait part de sa curiosité à ses amis, il se contentait de rire. Il disait que Julien réfléchissait trop. Pourtant, Julien savait qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par la simple logique. Bellegarde-en-Marche n'était pas un village riche. La plupart de ses habitants vivaient de la culture des céréales, de l'élevage de poulets ou de travaux agricoles journaliers. Cette vie simple les avait habitués à accepter les choses sans trop poser de questions. Ils préféraient être reconnaissants que méfiants. C'est pourquoi, même si l'élevage de M. Étienne semblait trop prospère pour sa taille modeste, personne ne voulait s'en mêler. Après tout, tant qu'il pouvait acheter de la viande de qualité à un prix raisonnable, pourquoi chercher des problèmes ailleurs? Cependant, une poignée de personnes ne pouvait pas fermer complètement les yeux. Madame Gisèle, par exemple. Chaque fois qu'elle balayait sa cour à l'approche du soir, ses yeux se tournaient inévitablement vers cette clôture en bois. Elle voyait des vaches qui semblaient trop calmes, trop bien rangées, comme si elles n'étaient jamais malades ou rebelles. Pourtant, ces dizaines d'années de vie au village lui avaient appris que le bétail n'était pas toujours docile. Il y avait toujours une vache capricieuse, une qui aimait s'échapper ou une qui tombait malade. Mais étrangement, dans cet élevage, tout semblait parfait. Une perfection qui, justement, la mettait mal à l'aise. À une autre occasion, le père Dubois, qui passait par là, avait fait un commentaire à ses élèves du catéchisme. Il avait montré les tables du doigt, puis avait dit à voix basse que la vie nous donne souvent des choses qui semblent simples à l'extérieur, mais qui cachent quelque chose de différent à l'intérieur. Ses élèves avaient hoché la tête, pensant qu'il s'agissait simplement d'un conseil général sur la vie. Personne n'imaginait que ces mots deviendraient un jour une amère réalité. La nuit tombait, apportant une autre ambiance. De l'extérieur, la clôture en bois semblait encore plus sombre. Seul le bruit des grillons, et parfois les aboiements d'un chien, se faisaient entendre. Pour quiconque marchait sur cette route, l'élevage n'apparaissait que comme un bâtiment silencieux et inoffensif. Cependant, il y avait des moments précis où, si quelqu'un s'arrêtait un instant, il pouvait entendre des bruits étranges. Le son de métal qui s'entrechoque, le bruit de pas précipités, ou le son d'une porte métallique qu'on ouvrait avec précaution. Mais comme la nuit au village était toujours synonyme de silence et de sommeil, les gens préféraient accélérer le pas et faire semblant de n'avoir rien entendu. Tel était le quotidien de l'élevage vu de l'extérieur. Il semblait ordinaire, voire trop ordinaire. Une vieille clôture en bois, des étables simples, des vaches calmes, et la vie du village qui tournait comme une roue, sans arrêt. Personne n'imaginait que derrière cette simplicité grandissait un secret qui, un jour, changerait à jamais le visage de Bellegarde-en-Marche. M. Étienne était en effet connu comme quelqu'un de très aimable. Presque tout le monde à Bellegarde-en-Marche avait déjà discuté avec lui. Que ce soit au café, au bord de la route le soir, ou sur le parvis de l'église après la messe, son salut était toujours chaleureux. Son sourire n'était jamais absent. Il savait comment engager la conversation avec des sujets légers, proches de la vie quotidienne. Parfois, il parlait du prix de l'aliment pour bétail qui augmentait. Parfois, de la route du village qui commençait à s'abîmer à cause des fortes pluies. Ou simplement, il demandait des nouvelles des enfants qu'il rencontrait sur le chemin de l'école. Pour les habitants, sa présence faisait naturellement partie de la vie du village. M. Antoine, le boucher qui était son client régulier, racontait souvent que chaque fois qu'il venait acheter une bête, M. Étienne ne parlait jamais directement du prix. Il s'asseyait d'abord sur le banc de bois devant la maison, accompagné d'un café chaud préparé par sa femme, une femme simple. La conversation s'engageait sur tout et rien. Il pouvait parler de la météo ou des négociants de la ville qui marchandaient trop durement. Ce n'est qu'une fois l'atmosphère détendue qu'ils entraient dans les tables pour voir les bêtes et parler affaires. Cette manière de faire mettait les gens à l'aise. Comme s'ils parlaient à un membre de leur famille, pas à un vendeur. Cette amabilité rendait difficile pour beaucoup de croire aux rumeurs qui commençaient parfois à circuler. Par exemple, lorsque quelqu'un s'étonnait que les vaches de son étable soient toujours en si bonne santé, un autre rétorquait immédiatement que c'était grâce au travail acharné et à la prière. Ne voyait-il pas chaque matin M. Étienne balayer la cour de l'étable, nourrir les bêtes, et parfois appeler les petits-enfants pour voir les vaches de près? Son image était toujours celle d'un père attentionné. Comment une telle personne pourrait-elle avoir de mauvaises intentions? Pourtant, une amabilité trop parfaite laissait parfois une étrange impression. Julien, le jeune homme qui avait travaillé là-bas, le ressentait. Il voyait souvent M. Étienne discuter avec les habitants en riant aux éclats. Comme s'il n'y avait aucun problème dans sa vie. Pourtant,
Julien se souvenait très bien que les nuits à l'étable étaient différentes, avec cette odeur métallique dérangeante. Il se demandait intérieurement, est-il possible que quelqu'un soit si aimable le jour tout en cachant quelque chose de sombre la nuit? Cette question le hantait. Même s'il n'osait l'exprimer à personne. Madame Gisèle partageait ce sentiment. Elle était souvent abordée par M. Étienne pour une conversation légère chaque fois qu'ils se croisaient sur la route. Les sujets tournaient toujours autour de choses simples, comme les récoltes ou les nouvelles de la famille. Mais étrangement, chaque fois que la conversation se terminait, Madame Gisèle sentait que quelque chose clochait. Peut-être parce que ses yeux avaient un jour surpris une ombre suspecte venant de l'élevage, la nuit. Ainsi, tout ce que disait M. Étienne lui semblait être une couche de sucre recouvrant quelque chose d'autre. Son sourire était trop large, ses paroles trop polies. Comme si tout était arrangé pour que personne ne se méfie jamais. Malgré cela, la majorité des habitants ne ressentait jamais cette étrangeté. Pour eux, M. Étienne était l'exemple de l'homme qui avait réussi tout en restant humble. Il ne se vantait jamais, ne méprisait jamais les autres, et continuait à vivre simplement malgré la prospérité de son entreprise. Même lorsque des négociants extérieurs au village achetaient de nombreuses bêtes, il continuait de servir les petits acheteurs du village. Ce sont ces choses-là qui faisaient que les habitants croyaient en sa bonté. Ils se sentaient chanceux d'avoir un voisin comme lui. Un après-midi, alors que des nuages sombres s'accumulaient au-dessus du village, une scène ordinaire se déroula, portant pourtant en elle une histoire. M. Étienne était assis sur la véranda de sa maison avec quelques hommes du village. Il parlait du prix de l'engrais qui avait encore augmenté. Sur le ton de la plaisanterie, il dit que si le prix de l'engrais continuait de monter, ses vaches devraient peut-être apprendre à manger du riz. Tout le monde rit à sa boutade. Le moment était simple, plein de convivialité. Personne ne se doutait que derrière cette plaisanterie légère se cachait un grand secret qui pourrait même ébranler leur village. Les habitants utilisaient souvent l'amabilité de M. Étienne comme excuse pour rejeter les rumeurs qui commençaient à circuler. Si quelqu'un s'interrogeait sur la raison pour laquelle de gros camions venaient parfois la nuit, la réponse était simple. Il croyait que c'était juste des acheteurs de la ville qui ne voulaient pas être pris dans les embouteillages. Si quelqu'un trouvait étrange que le nombre de vaches ne diminue pas, il supposait que M. Étienne gérait simplement bien son stock. Tout s'expliquait par des raisons logiques, soutenues par le visage aimable du propriétaire. Comme si cette amabilité suffisait à garantir que rien n'était anormal. Le père Dubois, à une occasion, s'était assis à côté de M. Étienne après la messe du soir. Ils discutèrent de beaucoup de choses. De la situation du village aux jeunes, qui commençaient à déserter les bancs de l'église. De l'extérieur, la conversation semblait normale. Cependant, quelques fidèles qui écoutaient trouvèrent étrange que le curé ait mentionné l'importance de garder son cœur à l'abri de la cupidité. À ce moment-là, M. Étienne se contenta de sourire et de hocher la tête. Rien d'ouvertement suspect, mais l'atmosphère de la conversation laissa un point d'interrogation dans l'esprit de certains. Voilà comment était M. Étienne aux yeux des habitants. Aimable, humble, facile à aborder. Tout ce qui fait que les gens se sentent en sécurité et à l'aise en sa présence. Mais derrière tout cela, un léger doute commençait à germer. Un doute né non pas de ce qu'il disait, mais de ce qu'il ne montrait jamais. Car parfois, un visage aimable n'est qu'un masque que quelqu'un porte pour cacher quelque chose que les autres ne doivent pas savoir. L'élevage de M. Étienne devenait de jour en jour plus fréquenté. Chaque matin, le chemin de terre devant la clôture en bois était rempli de véhicules qui allaient et venaient. Certains venaient en mobilette avec un grand panier à l'arrière. D'autres amenaient des camionnettes pleines de foin. Il y avait même des négociants de Guéret qui louaient délibérément un petit camion pour pouvoir transporter plus de bêtes. Cette scène devint habituelle pour les habitants de Bellegarde-en-Marche, comme si l'élevage était devenu le centre économique de leur village. M. Antoine, le boucher qui était un client fidèle depuis longtemps, venait toujours avec un visage radieux. Il savait très bien que la viande de l'élevage de M. Étienne était différente. Chaque fois qu'il cuisait un steak ou préparait un bœuf bourguignon dans son restaurant près du marché de Guéret, un arôme délicieux se répandait plus fort, attirant les clients en masse. Il racontait souvent à ses clients que le secret de la saveur de sa viande résidait dans les bovins de Bellegarde-en-Marche. Ses paroles n'étaient pas seulement de la promotion, mais aussi une fierté. Car il sentait qu'il faisait partie d'une plus grande histoire de succès. Outre les bouchers, de nombreuses familles venaient aussi acheter des bêtes pour des célébrations. Chaque fois qu'il y avait un mariage ou une communion dans les environs, il se rendait presque toujours chez M. Étienne. La viande de là-bas était considérée comme le meilleur choix pour régaler les invités.
Les mères racontaient souvent en souriant que leur bœuf bourguignon était plus tendre. Le pot-au-feu semblait plus savoureux et les invités complimentaient toujours les plats. Tout cela contribuait à la renommée de M. Étienne. Pas seulement dans son propre village, mais aussi dans les villages voisins. Au café, les histoires sur l'élevage se faisaient de plus en plus fréquentes. Les hommes sirotant leur café noir discutaient de la façon dont les acheteurs extérieurs au village affluaient. Certains commentaient que la fortune pouvait vraiment venir d'endroits inattendus. D'autres rêvaient à voix haute. S'ils pouvaient eux aussi avoir une entreprise comme M. Étienne, la vie serait certainement plus tranquille. La conversation se poursuivait parfois sur un ton badin, mentionnant que les vaches là-bas semblaient ne jamais être malades. Ils étaient étonnés, mais ne cherchaient jamais à en savoir plus. Car cet étonnement était toujours étouffé par un rire. Pour les habitants de Bellegarde-en-Marche, le succès de cet élevage était une source de fierté. Ils sentaient que leur village était désormais connu de beaucoup. Les routes autrefois désertes étaient maintenant animées par les véhicules des acheteurs. Les petits commerces aux alentours profitaient aussi de cette manne. Le boulanger vendait plus de sandwichs aux acheteurs qui s'arrêtaient manger avant de retourner en ville. Même le garagiste au coin de la rue avait plus de clients en raison de l'augmentation du trafic. Tout cela convainquait les habitants que la présence de l'élevage était une grande bénédiction. Mais au milieu de cette fierté, il y avait aussi de petites voix qui trouvaient cela étrange. Quelques jeunes du village, qui traînaient souvent la nuit, avaient remarqué que même si les vaches sortaient en grand nombre, l'étable de M. Étienne ne semblait jamais vide. Le nombre paraissait toujours le même. Ils essayaient de plaisanter en disant que M. Étienne avait peut-être des dons de magicien. La plaisanterie provoquait des rires, mais au fond de leur cœur, ils gardaient une certaine curiosité. Comment était-il possible qu'une vache qui sortait soit toujours remplacée sans délai? Julien, qui avait travaillé là-bas à temps partiel, ressentait aussi cette confusion. Il savait bien que le nombre de vaches dans l'étable n'était pas aussi important qu'il n'y paraissait. Il y avait certaines zones dans lesquelles il n'avait jamais été autorisé à entrer. Chaque fois qu'il posait la question, M. Étienne disait simplement que c'était une zone de stockage spéciale. Mais ce qui rendait Julien encore plus suspicieux, c'était le fait que les acheteurs continuaient d'affluer sans interruption. Il ne pouvait pas imaginer d'où venaient toutes ces bêtes. Madame Gisèle observait aussi souvent depuis la fenêtre de sa maison. Chaque matin, elle voyait les voitures des acheteurs arriver puis repartir avec des bêtes. Mais lorsque le soir tombait, le bruit des vaches dans l'étable était toujours aussi fort, comme si leur nombre n'avait pas diminué du tout. Au début, elle pensait que c'était juste son imagination. Mais plus le temps passait, plus il lui était difficile de chasser ce sentiment d'étrangeté. Elle commençait à se demander, est-ce vraiment juste parce que M. Étienne sait bien s'occuper de son bétail, ou y a-t-il autre chose que les gens ignorent? Malgré tout, ces voix étonnées étaient toujours noyées par la vague de louanges. Les habitants profitaient trop de la bénédiction qui leur tombait dessus. Ils ne ressentaient pas le besoin de chercher des choses qui pourraient gâcher leur bonheur. La vie n'est-elle pas plus facile si l'on croit que tout va bien? C'est ce qui faisait que l'atmosphère du village restait chaleureuse, même si derrière les sourires se cachait un doute latent. Un jour, alors que le village était occupé par une fête de mariage, le nom de M. Étienne fut à nouveau mentionné avec respect. Tout le monde appréciait la viande tendre, louait la saveur du ragoût et des brochettes servies. Même les invités de la ville présents demandèrent d'où venait cette viande. Les habitants répondirent fièrement que tout provenait de l'élevage de leurs propres voisins. À ce moment-là, la fierté l'emporta sur la suspicion. Personne ne voulait gâcher l'ambiance avec des questions désagréables. L'agitation de l'élevage devint un symbole de succès dont ils étaient fiers, mais qui gardait en même temps un mystère non résolu. Car derrière la clôture en bois qui semblait si simple, il y avait chaque jour un flux entrant et sortant qui ne s'arrêtait jamais. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de réprimer la question dans le cœur de certains. Tout cela était-il vraiment normal? De jour en jour, l'histoire du succès de l'élevage de M. Étienne n'était plus seulement une question de fierté, mais commençait aussi à soulever des interrogations. Les habitants de Bellegarde-en-Marche avaient l'habitude de voir des vaches dans les autres fermes du coin. Certaines étaient maigres par manque de nourriture, d'autres malades à cause du temps. Il n'était même pas rare qu'une vache meure subitement à cause d'une maladie. Tout cela était considéré comme normal dans la vie d'un éleveur. Mais étrangement, les vaches dans l'étable de M. Étienne semblait toujours en parfaite santé, grasses, le poil brillant, les yeux clairs, et leurs mouvements vifs, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Au café près de l'église, la conversation des hommes prenait souvent cette direction. Un matin,
Alors qu'une légère bruine venait de cesser, quelques hommes étaient assis en cercle sur un banc en bois. La fumée des cigarettes montait, le café noir fumait dans les verres. L'un des hommes soupira longuement, puis dit qu'il était étonné par le bétail de M. Étienne. Il raconta que lui-même avait perdu 3 bêtes à cause de maladies en un an. Mais là-bas, aucune ne semblait jamais succomber. En entendant cela, les autres hochèrent la tête. Eux aussi avaient des expériences similaires. Aucun bétail ne peut être absolument parfait, surtout en si grand nombre que celui de M. Étienne. Certains tentèrent de donner une explication. Peut-être que M. Étienne avait une méthode spéciale pour s'occuper de ses vaches. Peut-être que leur nourriture était meilleure ou que les tables étaient plus propres. Mais plus il parlait, plus il leur était difficile d'accepter ces raisons simples. Car certains d'entre eux savaient que la nourriture utilisée était en fait la même, de l'herbe et du son que tout le monde pouvait se procurer. L'un des hommes avoua même avoir vu les tables de près et n'avoir rien trouvé d'exceptionnel. Elles restaient simples, voire plus modestes que celles d'autres voisins. La conversation ne s'arrêtait pas au café. Dans les maisons, et surtout dans les cuisines pendant que les femmes préparaient le repas, cet étonnement était aussi discuté. Elles trouvaient étrange que la viande de là-bas soit toujours tendre et ne cause jamais de problèmes digestifs. Pourtant, d'après leur expérience, la viande de vache locale était parfois dure, parfois avait une odeur, surtout si la vache était vieille. Mais de cet élevage, tout était toujours pareil, tendre, frais et de qualité. Un avantage trop parfait qui, justement, faisait sentir à certains que quelque chose n'était pas normal. Julien, le jeune homme qui y avait travaillé, était l'une des personnes les plus troublées. Il entendait souvent les conversations des habitants sur la perfection de ses vaches. Dans son cœur, il savait qu'il y avait quelque chose d'inexplicable. Il se souvenait encore de la nuit où on lui avait demandé de nettoyer la petite grange. L'odeur métallique et piquante n'était pas une odeur ordinaire. Il avait même l'impression d'avoir entreaperçu quelque chose ressemblant à des organes d'animaux sur la table en bois. Bien que M. Étienne l'ait rapidement caché, ce souvenir l'empêchait de dormir chaque fois qu'il entendait les gens faire l'éloge de l'élevage. Il voulait parler, mais sa langue était paralysée. Il avait peur que les gens se moquent de lui ou même se mettent en colère parce qu'il accusait un homme considéré comme bon. Madame Gisèle gardait aussi une anxiété similaire depuis la fenêtre de sa maison. Elle observait souvent les vaches dans l'étable. Elle savait très bien à quoi ressemblaient les vaches de la région. Certaines aimaient donner des coups de corne, d'autres étaient paresseuses, et certaines tombaient malades à cause des changements de temps. Mais étrangement, les vaches là-bas semblaient toujours paisibles. Comme s'il n'y avait jamais de problème. Cette tranquillité, au lieu de la soulager, provoquait en elle un sentiment de peur. Elle se disait souvent, il est impossible que tout se passe si parfaitement sans qu'il y ait quelque chose derrière. Mais chaque fois qu'elle voulait en parler, elle se retenait, car elle savait que les gens du village préféraient entendre de bonnes nouvelles plutôt que de mauvaises. Le père Dubois, l'autorité religieuse du village, commença aussi à le remarquer. Dans son sermon du dimanche, il avait mentionné une perfection trop belle pour être crue. Il dit que la vie humaine comporte forcément des épreuves. Il en va de même pour les entreprises. Si quelque chose semble toujours se dérouler sans accroc, peut-être que le chemin emprunté n'est pas conforme à la vérité. Ces mots firent taire une partie de l'assemblée. Bien que beaucoup l'aient aussi considéré comme un simple conseil général, pour ceux dont le cœur commençait déjà à ressentir une étrangeté, les mots du curé étaient comme un vent qui attisait plus profondément la suspicion. Malgré cela, tous les habitants n'étaient pas prêts à accepter cette suspicion. La plupart choisissaient de croire ce qu'ils voyaient en surface. Pour eux, M. Étienne était un homme bon, aimable et simple. Il trouvait injuste qu'il soit suspecté juste parce que ses vaches étaient en trop bonne santé. C'est pourquoi, chaque fois qu'une conversation sur cette étrangeté émergeait, il y avait toujours quelqu'un pour la clore rapidement par « Arrêtez, ne soyez pas jaloux des autres. Chacun sa chance ». Cette phrase semblait être un bouclier pour empêcher la suspicion de se développer davantage. Pourtant, la curiosité persistait. Chaque fois qu'un gros camion arrivait la nuit, chaque fois qu'une vache sortait mais que le nombre dans l'étable restait le même. Chaque fois que la viande de là-bas semblait trop tendre pour être ordinaire, l'étonnement se renforçait. Telle une petite braise sous la cendre, elle semblait éteinte en surface. Mais dans le cœur des habitants, cette braise restait allumée, attendant le moment de devenir un feu qui brûlerait le voile de perfection qui avait jusqu'alors caché la vérité. La nuit à Bellegarde-en-Marche était habituellement calme. Après 22 heures, les rues étaient silencieuses. On n'entendait que le bruit des grillons et parfois un aboiement lointain. Les lampadaires vétustes projetaient une faible lumière jaune, accentuant l'impression de solitude. Les villageois avaient l'habitude de se coucher tôt,
de se lever avant l'aube pour commencer leurs activités. Cependant, certaines nuits, cette atmosphère paisible était perturbée par un spectacle inhabituel autour de l'élevage de M. Étienne. Un gros camion, parfois avec des plaques d'immatriculation masquées, était vu entrant lentement dans le chemin étroit devant l'étable. Ses feux étaient délibérément éteints à l'approche, ne laissant que le son du moteur vibrant à bas régime. Pour quiconque était encore éveillé, ce bruit suffisait à faire battre le cœur. Personne n'osait sortir de chez soi. Il se contentait d'épier derrière les fenêtres ou les portes en bois. Le camion s'arrêtait juste devant la clôture. Puis la porte s'ouvrait avec un grincement. Plusieurs personnes en descendaient. Leurs mouvements étaient rapides et silencieux. Ils semblaient habitués à cette routine. Madame Gisèle, dont la maison se tenait juste à côté de la clôture, était l'une de ces témoins silencieuses. Elle faisait souvent semblant de se réveiller pour balayer la cour ou prendre de l'eau au puits à l'aube. À travers les feuilles de bananier de son jardin, elle épiait l'activité. Elle voyait de grandes caisses être descendues du camion, puis transportées dans la grange arrière. Ce n'étaient pas des caisses ordinaires, elles ressemblaient à des conteneurs isothermes blancs. Ses mains tremblaient chaque fois qu'elle assistait à cette scène. Son instinct de villageoise lui disait que, quel que soit le contenu de ces caisses, ce n'était pas quelque chose de normal. Julien l'avait aussi vu de ses propres yeux. Cette nuit-là, il rentrait tard après avoir traîné avec ses amis au bord des champs. En passant près de l'étable, il entendit le bruit de pas précipités. Sa curiosité le fit s'arrêter un instant. À travers une fente de la clôture, il vit vaguement plusieurs personnes en train de soulever quelque chose. Au début, il pensa que c'était de simples morceaux de viande de bœuf, mais quand il regarda plus attentivement, son cœur s'emballa. Des organes spécifiques étaient séparés avec soin, placés dans des caisses réfrigérantes, des reins, des foies, et même des cœurs. Tout était disposé comme s'il s'agissait d'une transaction secrète. Julien resta figé, incapable de bouger. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il reprit ses esprits et courut chez lui, le visage pâle. Le lendemain, il raconta son histoire à son meilleur ami, mais comme d'habitude, son récit fut pris pour une plaisanterie. On l'accusa d'avoir trop bu de café et d'halluciner. Certains se moquèrent même de lui, disant qu'il avait juste peur de sa propre ombre. Cela frustra davantage Julien. Il savait que ce qu'il avait vu était réel, pas un rêve. Mais il était aussi conscient qu'au village, les histoires étranges étaient plus souvent tournées en dérision que crues. Pendant ce temps, Madame Gisèle choisit de se taire. Elle n'osa jamais raconter ce qu'elle voyait. Même à son mari, elle gardait cette peur pour elle seule. Chaque fois que le camion venait, elle priait en silence pour que rien de mal n'arrive à son village. Mais la peur devenait plus réelle lorsqu'elle remarquait que l'événement se répétait selon le même schéma. Toujours certaines nuits, toujours un camion suspect, toujours des caisses transportées à l'intérieur puis ressortant avant l'aube. D'autres habitants l'avaient aussi remarqué, mais ils cherchaient toujours des excuses pour se rassurer. Certains disaient que c'était peut-être juste la livraison de bêtes en ville pour éviter les embouteillages. D'autres disaient que les acheteurs de la ville préféraient peut-être la nuit car il faisait plus frais. Ces raisons semblaient logiques en surface. Mais pour ceux qui regardaient de plus près, ces explications ne suffisaient pas. Cependant, l'homme est doué pour se tromper lui-même. Tant qu'il n'y avait pas de preuves concrètes, il était plus facile de croire aux raisons simples que d'affronter une réalité effrayante. Le père Dubois, bien qu'il n'ait jamais rien vu directement, entendit plusieurs fois ces chuchotements. Il conseilla aux habitants de ne pas chercher trop facilement des justifications à ce qui était étrange. Il disait, si quelque chose vous semble anormal, ne le laissez pas passer. Mais la plupart de ces ouailles hochèrent la tête sans vraiment retenir le conseil. Ils étaient plus préoccupés par leurs affaires quotidiennes, les champs, le marché et la famille. Personne n'osa vraiment aller plus loin. Nuit après nuit, les camions continuaient de venir. Parfois un seul, parfois deux. Toujours de la même manière, silencieux, plaques masquées, et ne s'arrêtant que brièvement. Chaque fois que le camion repartait, laissant la poussière sur le chemin de terre, la peur des habitants s'intensifiait, car ils savaient que quelque chose d'inexplicable se passait derrière cette clôture en bois. Mais personne n'osait parler à voix haute. Tous choisissaient le silence, partageant ce secret avec l'obscurité nocturne du village. L'atmosphère nocturne de Bellegarde-en-Marche, autrefois paisible, avait changé. Chaque fois que le vent du soir soufflait, apportant une vague odeur de l'étable, les habitants sentaient leur nuque se hérisser. Ce n'était pas seulement l'odeur du foin ou du fumier, mais il y avait un autre arôme qu'ils ne pouvaient expliquer. Un arôme qui s'accrochait à la mémoire, empêchant de dormir paisiblement. Ces nuits devenaient les témoins muets que, derrière la simplicité de l'élevage,
se déroulait quelque chose de plus sombre que ce que l'on pouvait imaginer. Cette nuit-là fut une nuit que Julien ne put jamais oublier. La pluie venait de cesser. La terre boueuse dégageait encore cette odeur d'humidité caractéristique. Il marchait lentement sur le petit chemin à côté des champs après avoir traîné avec ses amis. L'air froid pénétrait sa peau, lui faisant resserrer la veste légère qu'il portait. Le trajet aurait dû être ordinaire. Il ne fallait que 10 minutes pour arriver chez lui. Mais ses pas s'arrêtèrent lorsqu'il entendit un bruit étranger venant de la direction de l'élevage de M. Étienne. Au début, il pensa que c'était juste le grincement de la porte de l'étable. Mais ensuite, il entendit un autre bruit, plus lourd, comme du métal qu'on entrechoque. La curiosité le poussa à s'approcher de la clôture en bois qui commençait à pourrir. Il colla son visage à une petite fente entre les planches, et c'est à ce moment que ses yeux s'écarquillèrent. Sous la faible lumière de la grange arrière, il vit plusieurs hommes occupés à soulever des organes de bovins qui avaient été séparés. Des reins, des foies, et même des cœurs. Tout était méticuleusement disposé sur la table en bois, puis placé dans des caisses isothermes blanches. Julien resta silencieux. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient, ses pieds semblaient cloués au sol. Il n'avait jamais imaginé voir quelque chose d'aussi terrifiant dans son petit village. Il savait bien qu'abattre une vache était chose courante, surtout pour les grandes occasions. Mais la manière dont c'était fait cette nuit-là semblait différente. Ce n'était pas comme une découpe de viande ordinaire, mais plutôt comme un processus systématique, net et froid. Comme si ces hommes étaient parfaitement habitués à le faire. Il couvrit sa bouche de sa main, retenant un cri qui faillit sortir. Sa respiration était courte. L'image des organes brillants sous le sang frais lui donnait la nausée. Il recula lentement, essayant de s'éloigner de la clôture, mais son pied heurta sans le vouloir une branche sèche qui se cassa avec un petit bruit sec. L'un des hommes dans la grange tourna rapidement la tête, ses yeux balayant les alentours. Julien se mit à courir. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il ne s'arrêta pas avant d'arriver devant la porte de sa maison. Son visage était pâle et ses vêtements trempés de sueur froide. Cette nuit-là, il ne put dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image des organes sur la table revenait. Il avait l'impression que cette odeur métallique était encore collée à ses narines. Sa mère, le voyant agité, s'étonna, mais Julien dit seulement qu'il avait froid à cause de la pluie. Dans son cœur, il voulait désespérément raconter ce qu'il avait vu. Mais une autre voix le retenait. Qui croirait à une histoire aussi étrange? Le lendemain, Julien essaya de partager son histoire avec 2 amis au lieu de rendez-vous habituel. Il raconta en détail comment il avait vu les reins et les foies être mis dans des caisses isothermes. Mais au lieu de susciter la sympathie, on se moqua de lui. L'un de ses amis lui tapa sur l'épaule en disant « Tu as peut-être trop bu de café au point d'halluciner ». L'autre plaisanta en disant que Julien cherchait juste une excuse pour ne pas être traité de peureux en rentrant seul la nuit. Ces mots firent monter le rouge au visage de Julien. Il se sentit humilié. Finalement, il choisit de se taire, avalant seul sa peur et sa honte. Mais le traumatisme ne disparut pas. Chaque fois qu'il passait près de l'élevage, sa chair de poule se dressait. Il n'osait plus tourner la tête vers cette clôture en bois. Même le meuglement des vaches en plein jour lui semblait désormais effrayant. Parfois, il pensait à en parler à ses parents ou même au curé du village. Mais il avait peur d'être considéré comme un semeur de rumeurs qui pourrait salir la réputation de quelqu'un. Surtout que M. Étienne était connu pour être aimable et apprécié de tous. Ouvrir la bouche signifiait aller à l'encontre de la conviction de tout le village, qui croyait en la bonté du propriétaire de l'élevage. La peur mêlée de confusion continuait de ronger Julien. Il commença à moins traîner le soir, s'enfermant plus souvent chez lui. Sa mère s'inquiétait, pensant qu'il avait le cœur brisé après une rupture. Mais ce qu'il gardait était bien plus lourd. Il s'asseyait souvent seul sur la véranda, regardant fixement les champs, se demandant si ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Mais chaque fois qu'il se pinçait la main, il savait que c'était réel. Trop réel pour être oublié. Jusqu'à une nuit où, réveillé par le bruit d'une forte pluie, Julien entendit à nouveau le son d'un gros camion s'arrêtant devant l'étable. Son cœur recommença à battre la chamade. Il voulait se boucher les oreilles, faire semblant de ne pas entendre, mais une autre partie de lui le poussait à regarder une fois de plus. Cependant, cette fois, il choisit de rester à l'intérieur de la maison, grelottant sous sa couverture. Il était conscient que s'il était vu ne serait-ce qu'une fois par ces gens, sa propre vie pourrait être menacée. L'image des caisses isothermes remplies d'organes l'empêchait de se sentir à nouveau en sécurité dans son propre village. Quelques mois avant la nuit qui l'avait traumatisé, Julien avait en fait été assez proche de cet élevage.
Il travaillait à temps partiel pour aider M. Étienne, surtout pendant les vacances scolaires. Au début, ce travail semblait être une bonne opportunité. Il pouvait gagner un peu d'argent supplémentaire pour aider ses parents à acheter les fournitures scolaires de sa petite sœur. De plus, travailler avec le bétail n'était pas étranger pour un enfant du village. Presque tous les jeunes de Bellegarde-en-Marche avaient déjà goûté à ce travail, nourrissant les vaches ou nettoyant les étables. M. Étienne avait accueilli Julien avec amabilité. Il lui avait demandé de l'appeler « Tonton Étienne » pour que ce soit plus familier. Dès le début, Julien s'était senti chaleureusement accueilli. Chaque matin, on lui donnait un café au lait et une tartine avant de commencer à travailler. Son travail était simple. Apporter l'herbe du champ arrière, verser le son dans les mangeoires, et nettoyer le fumier dans l'étable. Tout semblait normal, comme le travail dans n'importe quelle autre étable qu'il avait pu voir. Cependant, plus il travaillait longtemps, plus il sentait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Tout d'abord, il remarqua que les vaches là-bas faisaient rarement leurs besoins ou dégageaient une odeur forte. Pourtant, pour Julien, qui était habitué au bétail, l'odeur de l'étable était la chose la plus normale qui soit. Il avait même pensé que peut-être les vaches recevaient une nourriture spéciale pour que leur déjection n'ait pas une odeur aussi âcre, mais cet étonnement ne disparut jamais vraiment. L'étrangeté suivante apparut lorsqu'on lui demanda de nettoyer la petite grange derrière l'étable principale. Cette grange était habituellement fermée à clé. Un jour, M. Étienne lui donna la clé et dit qu'à l'intérieur, il n'y avait que des outils ordinaires. Mais dès que la porte s'ouvrit, Julien sentit immédiatement une odeur métallique et piquante. Il vit une grande table en bois avec des taches rouge-brun qui semblaient encore fraîches. Dans un coin de la pièce, il y avait plusieurs seaux fermés hermétiquement. Lorsqu'il en heurta un par inadvertance, il entendit le bruit d'un liquide épais qui bougeait à l'intérieur. Sa chair de poule se dressa. Il voulut poser une question, mais sa bouche resta close. Quelques secondes plus tard, M. Étienne entra avec un large sourire et dit que c'était juste les restes d'une découpe pour une commande spéciale. Ces paroles furent prononcées si calmement que Julien ne put rien objecter. De plus, il y eut un autre événement qui le rendit suspicieux. Une nuit, on lui demanda de garder l'étable un moment carême. Étienne devait aller en ville. Julien s'assit sur la chaise en bois près de la porte de l'étable, essayant de lutter contre le sommeil. Soudain, il entendit un bruit venant de l'intérieur de la petite grange. Un son de métal qui s'entrechoque. Suivi du bruit de quelque chose qu'on traînait sur le sol. La peur l'empêcha d'entrer. Il resta juste assis, immobile. Une sueur froide coulait dans son cou. Quand M. Étienne revint, le bruit avait cessé. Lorsqu'il essaya de poser des questions, M. Étienne se contenta de sourire vaguement, lui tapota l'épaule et dit qu'il s'inquiétait trop pour des choses sans importance. Peu à peu, ce sentiment de malaise grandit. Julien avait l'impression qu'il y avait deux visages à cet élevage. Le jour, tout semblait normal, voire agréable. Les vaches étaient en bonne santé, le travail se passait bien, et M. Étienne était toujours aimable. Mais la nuit, ou quand il n'y avait personne d'autre, l'atmosphère changeait. L'odeur métallique apparaissait soudainement. Des bruits étranges provenaient de la grange, et le regard de M. Étienne semblait parfois différent. Comme s'il cachait quelque chose que personne ne devait savoir. Le point culminant survint lorsqu'on lui demanda une fois de plus d'entrer dans la grange pour prendre une pelle. À ce moment-là, la porte n'était pas verrouillée. Il entrevit une caisse isotherme blanche ouverte. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui ressemblait à un gros foie de bœuf, d'un rouge sombre, posé proprement sur de la glace. Julien se figea. Quelques secondes plus tard, des pas se rapprochèrent. Il referma précipitamment la caisse et sortit, le visage pâle. Depuis ce jour, il décida d'arrêter de travailler pour ses parents. Il prétexta que l'école devenait de plus en plus prenante. Mais en réalité, il ne supportait plus d'être dans cet endroit qui lui donnait des frissons. Depuis qu'il avait quitté ce travail, Julien portait une anxiété qui ne le quittait jamais. Chaque fois qu'il voyait un gros camion passer la nuit, il se souvenait toujours de l'odeur métallique dans la grange. Chaque fois qu'il entendait les gens du village faire l'éloge de la viande de cet élevage, il avait la nausée. Il voulait parler, mais avait peur d'être considéré comme un agitateur. Trop de gens croyaient en la bonté de M. Étienne, et il n'était qu'un jeune du village dont les paroles n'étaient souvent pas prises au sérieux. Discrètement, Julien commença à s'éloigner de l'élevage. Il ne passait plus par la route devant l'étable s'il n'y était pas obligé. Même lorsqu'il y avait une fête et que la viande de là-bas était cuisinée, il ne mangeait que très peu, prétextant qu'il n'avait pas faim.
Sa mère pensait qu'il était devenu plus silencieux à cause de la fatigue de l'école. Mais son cœur était en proie à un secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Pour Julien, l'expérience de travail à l'élevage était comme avoir soulevé un voile fin qui couvrait quelque chose de bien plus sombre. Il ne savait pas ce qui se passait exactement, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Et chaque fois que la nuit tombait sur Bellegarde-en-Marche, cette peur revenait le hanter. La nuit à Bellegarde-en-Marche était généralement silencieuse. Seul le bruit des insectes et le souffle du vent depuis les champs accompagnaient. Mais pour Madame Gisèle, la voisine dont la maison se tenait juste à côté de l'élevage de M. Étienne, ce silence la rendait souvent méfiante. Depuis que ses poules avaient disparu plusieurs fois mystérieusement, elle avait pris l'habitude de se réveiller plus tôt. Elle allumait une petite lumière dans la cuisine et faisait semblant de balayer la cour. Même s'il n'était encore que l'aube. Derrière les bananiers qui poussaient à côté de sa maison, elle pouvait voir assez clairement la clôture en bois de l'élevage. Une nuit, alors que la lune n'était qu'à moitié visible dans le ciel et que l'air était humide, Madame Gisèle entendit à nouveau le bruit d'un moteur de voiture s'arrêtant devant l'élevage. Ce n'était pas une voiture ordinaire. À travers les feuilles, elle vit une grande voiture noire brillante. Ses vitres étaient teintées, reflétant légèrement la lumière de la lune. Cette voiture ne ressemblait pas au véhicule des acheteurs de bétail habituels. Il n'y avait pas de panier de foin, pas de bruit de bétail. Et ce qui était plus étrange, elle venait à l'approche de l'aube, alors que la plupart des villageois dormaient profondément. De la voiture descendirent plusieurs personnes. Leurs mouvements étaient rapides, silencieux et pleins de précautions. Ils ouvrirent le coffre arrière, sortant des caisses blanches avec des poignées en métal. Ces caisses n'étaient pas grandes, elles ressemblaient plutôt à des conteneurs isothermes médicaux qu'on ne voit habituellement que dans les hôpitaux. Madame Gisèle sursauta, sa main tenant le balai tremblait. Son instinct de villageoise lui disait que ces caisses n'étaient pas des récipients ordinaires pour de la viande de bœuf entière. Trop petites, trop propres et trop suspectes. Elle retint son souffle, s'accroupissant derrière le bosquet de bananiers pour ne pas être vue. À travers une fente entre les feuilles, elle pouvait voir clairement comment ces gens transportaient les caisses à l'intérieur de la petite grange derrière les tables. Il n'y avait pas de bruit de conversation. Seulement des pas précipités et le son d'une porte métallique qu'on ouvrait lentement. Son cœur battait la chamade. Cette scène lui donnait la chair de poule. Elle voulait courir chez elle, fermer la porte à double tour, mais ses jambes semblaient collées au sol. Une partie d'elle voulait en savoir plus. Même si la peur menaçait d'engloutir tout son courage. Après quelques minutes, les gens ressortirent. Cette fois, les caisses qu'ils transportaient semblaient plus lourdes. Ils les soulevaient avec précaution avant de les charger dans la voiture. Madame Gisèle essaya de voir plus clairement, mais l'obscurité ne lui permettait que de deviner. Ce qui était clair, c'est que quel que soit le contenu de ces caisses, ce n'était pas quelque chose d'habituel à voir dans un petit village comme Bellegarde-en-Marche. La voiture démarra ensuite lentement, laissant une fine poussière sur le chemin de terre. Ses phares ne furent allumés qu'une fois assez loin du village. Comme s'il voulait vraiment éviter d'attirer l'attention. Madame Gisèle était toujours accroupie, le souffle court. Elle couvrit sa bouche de sa main pour ne pas faire de bruit. Après s'être assurée que la situation était redevenue calme, elle se leva et rentra chez elle d'un pas précipité. Dans la chambre, son mari dormait encore profondément, ignorant tout. Madame Gisèle s'assit sur le bord du lit, regardant fixement le sol. Elle voulait réveiller son mari et lui raconter. Mais sa langue était paralysée. Comment expliquer qu'elle venait de voir des gens de la ville transporter des caisses suspectes depuis l'élevage de leurs voisins? Cela ne ressemblait-il pas à une histoire étrange, difficile à croire? Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'ombre des caisses blanches aux poignées métalliques. Son esprit était rempli de questions. Que contenaient ces caisses? Pourquoi devaient-elles être transportées la nuit? Qui étaient ces gens de la ville? Et ce qui la troublait le plus, pourquoi tout cela se passait-il si près de chez elle? Séparée seulement par une clôture en bois. Elle avait l'impression qu'il y avait un grand secret qu'elle n'était pas censée connaître. Mais c'est justement pour cela qu'elle avait encore plus peur. Le lendemain, Madame Gisèle essaya d'en parler un peu à sa voisine lorsqu'elles se rencontrèrent au puits. Elle dit d'un ton prudent qu'elle avait vu une voiture de la ville entrer dans l'élevage tard dans la nuit. Mais sa voisine se contenta de rire, disant que c'était peut-être des acheteurs de la ville qui ne voulaient pas être pris dans les embouteillages de la journée. Une autre fit un commentaire léger, « Il ne faut pas avoir de mauvais préjugés, sinon ça devient de la médisance. » Ces mots firent taire Madame Gisèle. Elle savait que personne ne voulait entendre une histoire qui pourrait perturber leur confort. Finalement, elle choisit de garder ce secret pour elle-même. Mais depuis cette nuit, sa peur ne fit que grandir.
Chaque fois qu'elle entendait le bruit d'un véhicule passer la nuit, elle éteignait immédiatement la lumière de la maison et fermait les rideaux. Elle ne voulait pas être vue, ne voulait pas que quiconque sache qu'elle avait un jour épié. Mais dans son cœur, elle était convaincue que ce qu'elle avait vu n'était pas seulement son imagination. Les caisses blanches étaient réelles. Les gens de la ville étaient réels, et cette activité suspecte avait vraiment lieu. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait que leur village abritait peut-être quelque chose de bien plus sombre que ce que l'on pouvait imaginer. Le dimanche était toujours un jour spécial à Bellegarde-en-Marche. Dès le matin, les habitants se préparaient à se rendre à l'église. Les petits-enfants couraient en habit du dimanche. Les hommes marchaient en tenant leurs livres de messe. Pendant ce temps, les femmes préparaient le déjeuner familial pour l'après-messe. L'église du village était simple. Ses murs étaient en briques apparentes. Son toit en ardoise. Mais l'atmosphère y était toujours chaleureuse. Chaque dimanche, le son des cloches qui résonnaient depuis le clocher invitait tout le village à s'arrêter un instant. Le père Dubois, l'autorité morale respectée, se tenait à l'ambon avec un visage serein. Il était connu comme un homme doux dans ses paroles, mais ferme lorsqu'il s'agissait de donner des conseils. Les fidèles qui remplissaient l'église étaient assis sur les bancs en bois, écoutant avec ferveur. Le sermon de ce jour-là commença par une discussion sur la prospérité. Le père Dubois rappela que Dieu donne la prospérité en fonction des besoins, pas des désirs. Une prospérité honnête apportera la bénédiction. Tandis qu'une prospérité acquise par des moyens détournés ne sèmera que le désastre. Au début, les fidèles écoutaient comme d'habitude, le sujet de la prospérité était souvent abordé. Mais lentement, les mots du père Dubois devinrent plus incisifs. Il parla de la cupidité qui peut grandir en silence, même là où on ne l'attend pas. Il dit que quelqu'un peut paraître simple, aimable et souriant. Mais derrière cela, cacher quelque chose de sombre. La cupidité peut pousser les gens à couvrir leur vrai visage avec le masque de la bienveillance. Et si la communauté est trop occupée à profiter des résultats, sans se soucier de leur origine, elle devient alors complice de l'erreur. Certains fidèles se turent. Ces mots semblaient les frapper de plein fouet. Bien qu'ils ne désignent personne directement, certains échangèrent des regards, comme pour essayer de lire les pensées de leurs voisins. La plupart baissèrent simplement la tête, écoutant sans commenter. Mais pour ceux qui nourrissaient déjà des soupçons à l'égard de l'élevage de M. Étienne, ce sermon était comme un présage. Comme si le père Dubois savait quelque chose, même s'il ne l'avait jamais dit ouvertement. Julien, assis au dernier rang, sentit sa poitrine vibrer. Les mots sur le masque de la bienveillance lui rappelèrent immédiatement le sourire aimable de M. Étienne. Il savait très bien que derrière ce sourire se cachait quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. L'expérience de travail à l'étable et l'incident de la nuit, où il avait vu les organes de vache dans les caisses isothermes, lui semblaient maintenant encore plus réels. Il voulait se lever et crier à tout le monde que le sermon décrivait exactement ce qu'il avait vu. Mais sa langue resta paralysée. Il ne pouvait que serrer fermement ses genoux, retenant son malaise. Pendant ce temps, Madame Gisèle, assise parmi les autres femmes, sentit aussi que ce sermon touchait son cœur. Depuis la nuit où elle avait épié les gens de la ville transportant les caisses suspectes, elle n'avait jamais été tranquille. Les mots du père Dubois sur la cupidité, qui grandit en silence, lui donnèrent des frissons. Elle se sentit comme si on lui adressait une réprimande directe. Mais tout comme Julien, elle n'osa pas non plus parler. Son propre mari ne savait pas ce qu'elle avait vu. Elle ne pouvait que baisser la tête profondément, priant dans son cœur pour que Dieu lui donne la force si un jour la vérité éclatait. Après la fin du sermon, les fidèles se saluèrent. Beaucoup interprétèrent le sermon comme un conseil général. Ils dirent que le curé voulait peut-être simplement rappeler de ne pas être cupide dans les petites choses, comme le commerce au marché ou le partage des récoltes. Mais il y en avait aussi qui chuchotaient doucement, liant les paroles du curé à l'élevage de M. Étienne. Ces chuchotements n'étaient pas forts. Ils ne s'entendaient qu'entre une poignée de personnes qui sentaient depuis longtemps que quelque chose clochait. Mais ces chuchotements suffirent à augmenter le malaise dans le cœur de certains habitants. M. Étienne lui-même était présent à la messe ce dimanche-là. Il était assis dans les premiers rangs, portant une veste simple et un béret noir. De l'extérieur, il semblait calme. De temps en temps, il souriait pour saluer d'autres fidèles. Lorsque le sermon mentionna la cupidité, il n'y eut pas de grand changement sur son visage. Il baissa simplement la tête, puis hocha légèrement la tête comme les autres fidèles. Après la fin de la messe, il se leva même pour saluer aimablement le père Dubois et discuta un instant de l'état des champs. Pour ceux qui voyaient la scène, il n'y avait aucun signe qu'ils se sentaient visés. Tout semblait normal. Mais pour Julien et Madame Gisèle,
cette attitude calme les renforçait dans leur conviction que quelque chose était caché. Car pour eux, seule une personne habituée à cacher des secrets pouvait rester souriante alors que la vérité était sur le point d'être révélée. Les mots du curé sur le masque de la bienveillance continuaient de résonner à leurs oreilles, leur rappelant que tout ce qui est caché finit un jour par être découvert. Ce jour-là, le sermon du dimanche devint un sujet de conversation animé au café. Certains en riaient avec désinvolture, disant que le curé était trop sérieux. D'autres se sentirent interpellés. Même si ce n'était que pour un court instant avant de retourner à leurs occupations quotidiennes, mais sans qu'ils s'en rendent compte, ces mots avaient planté une graine de doute qui allait grandir de plus en plus dans le cœur de certains habitants. Une graine qui, un jour, ferait trembler le petit village face à une amère réalité. Les rumeurs au village sont comme un petit feu dans un champ sec. Une fois allumées, elles sont difficiles à éteindre. Il en fut de même pour l'histoire de l'élevage de M. Étienne. Au début, ce n'était que des chuchotements dans le coin du café après la messe du matin. Quelques hommes assis en sirotant leur café noir parlaient à voix basse de l'étrangeté de ces vaches toujours saines et grasses. L'un d'eux, d'un ton prudent, dit « Il est possible que M. Étienne ne vende pas seulement des vaches, mais aussi quelque chose d'autre. » Cette phrase fit taire les autres un instant, puis ils rirent doucement, comme s'ils ne croyaient pas eux-mêmes à leurs propres paroles. Mais ce rire sonnait faux, comme s'ils tentaient de masquer une peur. Du café, les chuchotements passèrent aux cuisines des maisons. Les femmes qui préparaient le repas ou épluchaient les légumes commencèrent à s'interroger mutuellement. Pourquoi les vaches là-bas semblaient-elles toujours parfaites? Pourquoi les acheteurs de la ville venaient-ils la nuit avec de grosses voitures? Et pourquoi entendait-on parfois des bruits étranges de l'intérieur de l'élevage? Lorsque le village était silencieux, certaines femmes avouèrent avoir vu des caisses blanches être transportées à l'intérieur. Semblables aux caisses utilisées dans les hôpitaux. Ces histoires se mélangeaient, entre réalité et supposition, mais plus elles étaient racontées, plus elles devenaient convaincantes. Les enfants finirent par entendre ces rumeurs. Même s'ils ne comprenaient pas tout, ils se faisaient peur entre eux en racontant que s'ils jouaient trop près de l'élevage, ils pourraient disparaître et leurs organes être vendus. Cette histoire fit pleurer quelques jeunes enfants, qui refusaient de passer par la route près de la clôture en bois. Leurs parents se fâchaient, interdisant aux enfants de dire n'importe quoi. Mais secrètement, ces parents se sentaient eux-mêmes inquiets. Car ils savaient que les rumeurs naissaient souvent de quelque chose qui avait un fond de vérité. Julien, qui avait vu de ses propres yeux les organes de vache être mis dans des caisses isothermes, entendait ces rumeurs avec des sentiments mitigés. D'un côté, il se sentait soulagé que d'autres commencent enfin à suspecter quelque chose. Mais d'un autre côté, il avait peur que ce secret soit davantage exposé et puisse l'entraîner avec lui. Il n'avait jamais raconté son expérience, mais les rumeurs qui circulaient semblaient décrire exactement ce qu'il avait vu. Cela le confortait dans l'idée qu'il n'avait pas halluciné cette nuit-là. Mais la peur continuait de lui lier la langue. Madame Gisèle était aussi anxieuse. Elle entendait souvent les femmes autour du puits parler de l'élevage de M. Étienne à voix basse. Certaines disaient qu'il vendait peut-être des organes à des laboratoires clandestins. D'autres supposaient que ces acheteurs étaient des gens riches qui ne voulaient pas attendre un donneur officiel. Toutes ces suppositions semblaient terrifiantes. Madame Gisèle voulait intervenir et dire qu'elle avait elle-même vu des gens de la ville emporter des caisses blanches de là-bas, mais sa bouche s'arrêtait toujours à mi-chemin. Elle avait peur d'être accusée de répandre des calomnies. Finalement, elle hochait simplement la tête, faisant semblant de ne rien savoir. Bien que son cœur soit constamment secoué. Tous les habitants ne voulaient pas croire à ces rumeurs. Certains défendaient encore farouchement M. Étienne. Ils disaient que les rumeurs n'étaient que de la jalousie de la part de ceux qui ne pouvaient pas réussir. Ils pointaient du doigt les preuves tangibles, les vaches grasses, les acheteurs nombreux, et l'attitude aimable du propriétaire. Comment une telle personne pourrait-elle faire le mal? Des débats éclataient souvent au café. Un camp estimait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'autre camp accusait cela de n'être que de la médisance. Mais les deux camps n'avaient aucune preuve concrète. Il n'y avait que de la suspicion et des rumeurs qui continuaient de tourner. Pendant ce temps, l'atmosphère du village changeait lentement. La nuit, autrefois calme, semblait maintenant pesante. Chaque fois qu'on entendait le bruit d'un véhicule passer, les habitants fermaient leurs portes plus solidement. Les enfants n'osaient plus jouer près de la clôture en bois. Certains préféraient même faire un détour plus long juste pour éviter de passer devant l'élevage. La peur grandissait lentement. À mesure que les rumeurs s'amplifiaient, les gens commençaient à réaliser que quelque chose se passait vraiment. Bien que personne n'ose encore le révéler ouvertement. Le père Dubois commença aussi à ressentir cette tension. Après le sermon qu'il avait prononcé,
Plusieurs personnes vinrent le voir avec des visages hésitants. Ils demandaient « Est-ce que ces rumeurs sont vraies? Savez-vous quelque chose ?» Le curé répondit seulement avec sagesse que la vérité se révélerait en temps voulu. Il leur rappela de ne pas avoir de mauvais préjugés facilement, mais aussi de ne pas fermer les yeux sur les anomalies. Cette réponse ne satisfit pas tout le monde, mais elle suffit à les faire réfléchir à deux fois. Car au fond de leur cœur, ils savaient que quelque chose était dissimulé. La rumeur grandit comme une boule de neige dévalant une colline. Chaque fois qu'elle passait par une maison ou un café, il y avait toujours quelqu'un pour parler de l'élevage. Plus les gens l'entendaient, plus les histoires s'enrichissaient. Certains disaient que les vaches étaient nourries avec un mélange spécial contenant du sang. D'autres accusaient Étienne d'avoir un réseau avec des gens de la ville. Les histoires se mélangeaient. Il était difficile de distinguer le vrai du faux. Mais le résultat final était le même. Le village, autrefois calme, était maintenant envahi par la suspicion et la peur. Et au milieu de tous ces chuchotements, la clôture en bois de l'élevage restait solidement dressée. De l'extérieur, elle semblait toujours ordinaire. Les vaches continuaient de meugler, l'herbe s'accumulait, et Étienne continuait de saluer les gens avec un sourire aimable. Mais pour les habitants, cette clôture n'était plus une simple délimitation. Elle était devenue le symbole d'un secret non révélé. Un secret qu'ils craignaient, mais qu'ils voulaient en même temps connaître. Ce matin-là, une nouvelle choquante se répandit rapidement à Bellegarde-en-Marche. Un fermier qui se rendait à son champ avait trouvé une vache étendue sur le talus. De loin, il pensa que la vache était morte de fatigue ou de maladie. Mais en s'approchant, sa nuque se hérissa. Le corps de la vache n'était plus intact. Son ventre était ouvert, les organes internes avaient disparu, et il ne restait que la peau et la viande, coupées proprement. Pour les gens du village habitués à abattre des bêtes, ce spectacle n'était pas normal. La découpe était trop nette et précise, comme si elle avait été faite par des mains expertes. Le fermier courut chez lui, hors d'haleine, et prévint ses voisins. Peu de temps après, les habitants affluèrent au bord du champ. Ils se tenaient en cercle, le visage pâle, regardant le corps sans vie de la vache. Certains couvraient leur bouche pour retenir la nausée. D'autres frissonnaient. D'autres encore ne pouvaient que rester silencieux. Le tumulte commença lentement à monter. Certains commencèrent à chuchoter à voix basse, reliant cet événement aux rumeurs qui circulaient depuis si longtemps sur l'élevage de Étienne. Quelqu'un dit doucement que c'était peut-être la preuve que quelque chose n'était vraiment pas normal. Le chuchotement n'était pas fort, mais il suffit à ce que les autres échangent des regards effrayés. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle parvienne aux oreilles de Étienne. D'un pas calme, il vint sur les lieux, accompagné de 2 acheteurs extérieurs au village qui se trouvaient encore à son élevage. Son visage semblait impassible, pas aussi surpris que celui des autres habitants. Après avoir regardé brièvement le corps de la vache, il expliqua d'un ton léger qu'il était probable que la vache ait été volée. Selon lui, les voleurs avaient pris les organes importants pour les vendre, puis avaient abandonné le corps car ils n'avaient pas eu le temps de tout emporter. Ces paroles semblaient logiques en surface, mais elles ne firent qu'accroître la confusion des habitants. Comment des voleurs auraient-ils osé faire un travail aussi propre dans un champ ouvert, pour ensuite abandonner le corps ainsi? Quelques personnes essayèrent de poser plus de questions, mais Étienne coupa court à la conversation. Il gronda et dit que ce genre d'incident pouvait arriver n'importe où. Après cela, il quitta les lieux, le visage toujours calme, comme s'il n'y avait pas de problème majeur. Mais ce calme, justement, suscita une suspicion encore plus forte dans le cœur de certains habitants. Ils sentirent que quelque chose était délibérément caché. Julien, qui avait également assisté à la scène, sentit son estomac se retourner. La vue des organes disparus lui rappela la nuit où il avait vu les reins et les foies de vache être mis dans les caisses isothermes dans la grange de l'élevage. Son visage pâlit, une sueur froide coula dans son cou. Dans son cœur, il voulait parler. Dire que cet événement était sûrement lié à ce qu'il avait vu. Mais une fois de plus, la peur lui lia la langue. Il resta juste debout derrière la foule, la tête baissée, essayant d'éviter le regard des autres. Madame Gisèle était là aussi. Elle serrait fermement la main de son mari. Son corps tremblait. Dans son cœur, elle était convaincue que cet événement n'était pas une coïncidence. Les caisses blanches qu'elle avait vues les gens de la ville emporter, les bruits de pas précipités la nuit. Tout semblait lié à ce corps de vache gisant dans le champ. Mais elle choisit de se taire, incapable d'ouvrir la bouche. Elle savait qu'au village, accuser sans preuve équivalait à chercher des ennuis. Il valait mieux garder cette peur pour elle-même. Depuis cet incident, les rumeurs s'intensifièrent. Au café,
Les gens parlaient à voix basse, comme s'ils avaient peur d'être entendus par des étrangers. Certains supposaient que la vache morte appartenait en fait à M. Étienne lui-même, et qu'elle avait été délibérément jetée là à cause d'une erreur dans le processus de prélèvement d'organes. D'autres estimaient que cet événement n'était qu'un parmi tant d'autres qui n'avaient jamais été découverts. L'histoire partait dans tous les sens, de plus en plus folle et de plus en plus effrayante. Mais une chose était certaine, la confiance des habitants envers l'élevage commençait à vaciller. Les nuits à Bellegarde-en-Marche n'étaient plus les mêmes. Il était interdit aux enfants de jouer trop loin, et encore moins de s'approcher de la clôture en bois de l'élevage. Les mères verrouillaient leurs portes plus tôt, craignant qu'il n'arrive quelque chose à leur famille. Même le son des vaches, qui faisait habituellement partie de la vie quotidienne, semblait maintenant sinistre. Chaque fois qu'un long meuglement provenait de l'étable, les habitants avaient l'impression d'entendre un appel à l'aide qui ne pouvait être exprimé par des mots. Le père Dubois mentionna à nouveau cet événement lors d'une petite réunion de prière sur le parvis de l'église. Il ne nomma personne, mais son conseil était clair. Il dit qu'il ne fallait pas laisser la cupidité détruire la vie du village. Ces mots firent vibrer le cœur de certains. Mais personne n'osa encore prendre de mesures concrètes. Tous attendaient, espérant que la vérité se révélerait d'elle-même. Pendant ce temps, la clôture en bois de l'élevage restait solidement dressée, couvrant un secret de plus en plus terrifiant. Une vache morte, au corps mutilé, aurait dû être un avertissement majeur. La découverte de la vache mutilée fut le choc de trop. Le voile de déni que les habitants de Bellegarde-en-Marche avaient si soigneusement tissé commença à se déchirer. La peur, qui n'était qu'un murmure dans les ruelles et les cuisines, devint un cri silencieux. La thèse du simple vol avancée par M. Étienne ne convainquit personne. La précision chirurgicale de l'acte contredisait cette explication simpliste. Pour Julien, l'image de la carcasse vide se superposa violemment à celle des organes qu'il avait vus, luisants et rangés, dans les caisses isothermes. Ce n'était plus une hallucination de jeunesse ou une peur nocturne. C'était une réalité sanglante laissée à la vue de tous. La culpabilité de son silence le rongea. Il comprit que la prochaine fois, ce ne serait peut-être pas une vache qui disparaîtrait. Au même moment, Madame Gisèle, observant l'agitation depuis sa fenêtre, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les caisses blanches, les voitures de ville sans plaques, les allées et venues nocturnes. Tout prit un sens horrible. Elle se souvint des sermons du père Dubois sur la cupidité cachée. La peur de parler était immense, mais la peur de ce qui se passait juste à côté de chez elle l'était encore plus. Le soir même, alors que le village se terrait dans un silence angoissé, Julien prit sa décision. Il ne pouvait plus garder cela pour lui. Tremblant, il alla frapper à la porte du presbytère. Le père Dubois l'écouta, le visage grave, sans l'interrompre. Julien raconta tout, l'odeur dans la grange, la table en bois, les caisses, les organes, sa peur et la moquerie de ses amis. Le père Dubois posa une main sur son épaule. « Mon enfant, dit-il d'une voix soudainement ferme, la peur est un mauvais conseiller, mais la lâcheté est un péché. Tu as bien fait de venir. » Le lendemain matin, le village fut réveillé non pas par le meuglement des vaches, mais par le son de plusieurs véhicules. 2 voitures de la gendarmerie nationale, venues de Guéret, se garèrent devant la clôture en bois délabré de l'élevage. Les habitants sortirent sur le pas de leur porte, médusés. Le père Dubois était là, aux côtés des gendarmes, et il désigna Julien. M. Étienne sortit de sa maison, son éternel sourire aimable aux lèvres, bien qu'un peu plus crispé que d'habitude. « Messieurs, un problème ? J'allais justement vous signaler le vol d'œufs. Nous savons pour la vache, M. Étienne, coupa un adjudant. Mais c'est cette grange que nous aimerions voir. » Le visage de M. Étienne se figea. Il commença à protester, parlant de propriété privée, mais les gendarmes avaient un mandat de perquisition, obtenu en urgence grâce au témoignage détaillé de Julien. Ils forcèrent la serrure de la petite grange arrière. Une odeur métallique, froide et aseptisée, frappa les narines des gendarmes. Ce n'était pas une remise. L'intérieur était éclairé par des néons blafards. Des tables en acier inoxydable avaient remplacé le bois. Des scies chirurgicales, des sacs de glace carbonique, et dans un coin, empilés, se trouvait une douzaine de caisses isothermes blanches, identiques à celles décrites par Julien et Madame Gisèle. L'une d'elles était entr'ouverte. À l'intérieur, sur un lit de glace, se trouvaient des organes, emballés sous vide, étiquetés non pas avec des noms de bétail, mais avec des codes complexes. Ce n'était pas un simple abattoir. C'était une plateforme logistique pour un trafic d'organes à grande échelle.
Les vaches parfaites n'étaient qu'une couverture respectable pour justifier les livraisons de viande, tandis que le véritable commerce, bien plus lucratif et macabre, se déroulait la nuit. Étienne, voyant son secret exposé, perdit son masque. Son visage aimable se décomposa en une grimace de haine. Il fut menotté sur le champ. Le village de Bellegarde-en-Marche fut plongé dans la stupeur. L'homme qu'ils avaient admiré, l'exemple de la réussite modeste, le voisin aimable à l'accent breton, était à la tête d'un réseau criminel. Les restaurateurs de Guéret apprirent que la saveur incomparable de leur viande cachait une horreur qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La ferme fut mise sous scellé. Les bêtes restantes furent emmenées. La clôture en bois pourrissant resta là, comme le squelette d'un mensonge. Julien fut salué comme un héros par certains, mais il resta longtemps hanté par ce qu'il avait vu. Madame Gisèle put enfin dormir, bien que le silence de l'élevage voisin lui semblât désormais assourdissant. Le dimanche suivant, l'église était pleine. Le père Dubois monta à Lambon. Il ne parla ni de Étienne, ni du crime. Il parla seulement de la vérité. Il dit que le plus grand danger n'est pas le mal qui se montre avec des cornes et une fourche, mais celui qui nous sourit chaque jour, celui que nous refusons de voir parce que son apparence nous est confortable.